L'énéagramme est une figure un peu complexe qui dérive de l'énéagone, polygone régulier à 9 segments égaux. Alors, cet énéagramme, vous le voyez ici sur la couverture d'un livre, qui a consacré cette figure à l'étude de l'être humain. Vous voyez en titre « Ressources humaines, métiers d'accompagnement, développement personnel ». Nous y reviendrons. Il y a deux éléments dans ce polygone. Le premier qui prend les points 9, 3 et 6, puisque les points sont numérotés de 1 à 9, et le deuxième, 1, 4, 2, 8, 5 et 7 dans cet ordre. Un ordre un petit peu curieux d'ailleurs, qui a toujours intrigué. Pourquoi avoir choisi cette disposition? Alors, d'où vient l'énéagramme? L'énéagramme, d'après certains, remonterait à une tradition ésotérique de au moins 4500 ans, aux Indes, au Tibet, au Moyen-Orient, etc. On n'en a pas la preuve, mais c'est l'opinion de la plupart des auteurs. Alors, il se trouve que les points en question, comment les rattacher aux ressources humaines? Eh bien déjà, il y a trois groupes de points. Les points 1, 9 et 8 qui seraient reliés, car je ne me prononce absolument pas sur la validité de ce... Je ne fais que présenter la chose, je ne suis pas un expert en énéagramme. Donc les points 1, 9, 8 qui concernent le corps physique, les points 2, 3 et 4 qui concerneraient l'affectivité, et les points 5, 6 et 7 qui concerneraient l'intelligence. On retrouve là d'ailleurs curieusement le schéma corps, âme, esprit des pères de l'Église. Autrement dit, même dans son utilisation actuelle qui n'est pas religieuse, les sources apparaissent tout de même dans cette répartition entre trois centres, le centre physique, le centre émotionnel et le centre intellectuel. Cette tradition religieuse semble d'ailleurs confirmée par la couverture de ce deuxième livre que vous voyez, où on voit Bible et énéagramme. Certains auteurs, en effet, disent que dans la Bible, on trouve des traces de la structure de l'énéagramme. Qui a importé l'énéagramme en France? C'est un maître spirituel qui a été très célèbre dans les années 20 et 30 en France, Georges Ivanovitch Gurdjieff, qui, avant de découvrir l'énéagramme, est parti au Moyen-Orient, en Inde et au Tibet, avec une équipe qu'il avait intitulée « Les chercheurs de vérité », de façon à trouver des secrets initiatiques et ésotériques dans des monastères, dans des traditions anciennes. Et c'est là qu'il a trouvé, a-t-il déclaré, cette figure complexe et qu'il l'a importée en France en 1922. À partir de cette figure, d'ailleurs, il a créé le frontispice de son Institut de développement harmonique de l'homme, sur laquelle on voit précisément le tracé de l'énéagramme, sans référence avec les points, mais ils y sont, nous le verrons. Alors, comment cet institut a-t-il pu fonctionner? Il a fonctionné parce que Gurdjieff avait intrigué et intéressé nombre d'artistes et d'intellectuels français qui lui ont permis d'avoir beaucoup de contacts avec l'intelligentsia de l'époque, n'est-ce pas, qui étaient tantôt ses élèves, tantôt de simples visiteurs dans son institut, mais tout de même, il a réussi à présenter au Théâtre des Champs-Élysées, le 16 décembre 1923, je crois, des mouvements, des danses et des figures exécutés par des élèves de Gurdjieff qui avaient pour fondement la géométrie de l'énéagramme. C'est dire tout de même l'influence qu'il a eue à cette époque. D'ailleurs, Serge Diaghilev, qui a rendu visite à Gurdjieff dans son institut, a sans doute été le lien entre Gurdjieff et le Théâtre des Champs-Élysées. Alors, cette figure montre sur le fameux frontispice de cet institut les deux sortes de points, 3, 6 et 9, qui forment un triangle équilatéral, et les points 1, 4, 2, 8, 5, 7,
et on continue 1, 4, 2, 8, 5, 7, qui institue un circuit un petit peu étrange qui n'a pas manqué d'intriguer. Pour montrer l'importance pour Gurdjieff de l'énéagramme, voici deux photographies de l'époque où l'on voit Gurdjieff d'un côté et de l'autre précisément la figure de l'énéagramme. Également cette photo où l'on voit, alors une photo beaucoup plus travaillée, où on voit derrière la tête de Gurdjieff et sur son crâne le dessin de l'énéagramme. C'est dire à quel point on peut affirmer que l'énéagramme, c'est une recréation de Georges Ivanovitch Gurdjieff. Alors, j'ai situé cette figure sur une géométrie qui est celle qui m'a permis d'étudier toutes mes figures à partir de l'angle de 37 degrés, mais je ne donnerai aucun détail, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Simplement, cette géométrie me permet de mettre l'énéagramme dans un ensemble qui va se révéler utile pour en découvrir les caractéristiques. Alors voilà la figure ici en tracé, rouge. La voilà avec l'ordre dont je parlais tout à l'heure, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Alors, je répète cet ordre parce qu'il est absolument fondamental dans l'énéagramme, qui n'aurait pas de sens sans cette déambulation, en quelque sorte, qui se prêtait d'ailleurs à des mouvements de danse, nécessairement. Alors, comme beaucoup de personnes, j'ai noté, à partir de cette figure, l'étrangeté de ce mouvement et de cette figure. Et mon idée a été, comment pourrait-on simplifier ce mouvement ? En tout cas, comment pourrait-on trouver l'origine de la figure qui correspondrait à une simplification du mouvement? Donc, ça a été mon objectif. Comment sortir de cette étrange géométrie? Ma première idée, qui est fondamentale, vraiment c'est la source, ça a été de rabattre, comme on le voit sur cette figure, le point 4 de l'autre côté du segment 1,3. Simplement par symétrie, on peut appeler ça symétrie ou rabattement. Donc le point 4 devient ici le point 4', selon le mouvement symbolisé par cette flèche bleue. De l'autre côté, le point 5 devient le point 5'. Et ce qui est très intéressant dans ce mouvement, c'est-à-dire ce qui m'a encouragé à poursuivre, c'est que le nouveau côté 4'1 est dans le prolongement du côté 1,9. Ça aurait bien pu se passer différemment. Autrement dit, la nouvelle figure que je présente maintenant s'inscrit de façon extrêmement simple dans la géométrie du triangle 9, 1, 4', 4', 2, 7, 5'. Ça aurait très bien pu ne pas se passer ainsi. Par ailleurs, si je reprends le mouvement en passant du point 4 au point 4' cette fois, j'ai le mouvement 1, 4', 2, 8, 5', 7, 1, etc. Ce qui est cette fois un mouvement non plus avec des changements brusques de direction, mais un mouvement totalement continu, comme celui que l'on peut faire sur le signe mathématique de l'infini. Vous voyez, il y a une continuité absolue, au lieu d'avoir des changements de direction. Par ailleurs, le symbole de l'infini est intéressant dès qu'il s'agit de géométrie ésotérique, parce que le fond derrière tout ça est ésotérique. Ça m'a encouragé évidemment à poursuivre et à simplifier encore. Alors, j'ai remarqué deux parties de cette forme, une partie que j'ai ici indiquée en rouge et une partie que j'ai indiquée en violet. Et il m'est venu à l'esprit l'idée d'un deuxième mouvement de glissement cette fois, de la partie violette vers le point 9 qui est ici, de la partie rouge vers le point 9 ici. Ce mouvement est symbolisé par les deux flèches bleues qui montrent comment s'opère ce glissement.
Et, chose qui quand même m'a semblé remarquable, on aboutit à un triangle, certes un peu ouvert au milieu, mais c'est quand même un triangle, puisque ses côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et ce triangle est quand même d'une simplicité tout à fait considérable. Autrement dit, l'énéagramme, d'après cette progression géométrique, par des opérations très simples que sont le glissement et le rabattement, découle tout simplement d'un triangle. Et quand on connaît le symbolisme du triangle, le ternaire, la trinité, les trois centres physiques, émotionnels, mentaux, on se dit que cette filiation n'a rien de déraisonnable. Voilà d'ailleurs comment elle se traduit quand on établit les étapes successives. En haut, vous avez le triangle initial. Ensuite, le premier glissement des deux côtés, puis le rabattement de ces deux ailes qui sont là, boum, qui crée l'énéagramme. Donc on passe de ce triangle à l'énéagramme, ce qui donne à l'énéagramme une simplicité cachée, en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai appelé ce travail « dévoilement géométrique de l'énéagramme ». Deuxième séquence maintenant. Je reviens à la figure centrale, c'est-à-dire à la deuxième figure de la transformation. Et cette fois, j'ai une autre idée. Alors, tout mon travail en géométrie étudie les transformations, les symétries, les rabattements, etc. Par conséquent, je me suis dit, peut-être qu'il y a une autre transformation utile. Et je remarque à ce moment-là que la figure qui est là, si j'opère le rabattement de ce triangle bleu vers le bas, j'obtiens cette deuxième figure. Je passe de la figure A à la figure B en rabattant ce triangle bleu vers le bas. Et à ce moment-là, une autre idée m'est venue. Alors ces idées viennent pourquoi? Parce que mon travail, c'est vraiment un travail de géomètre, donc il est normal qu'il me vienne quelques idées à ce sujet. Et cette fois, je l'ai vue en relief, cette figure. C'est-à-dire que j'ai imaginé que cette figure était la vision en perspective, ou plutôt en axonométrie, de la figure que j'ai mise ici en bas, avec un carré, vu en perspective, ça devient un rectangle, et deux pointes qui rebiquent, l'une vers le haut, l'autre vers le bas. Comment trouver l'axonométrie qui me permettrait d'identifier cette forme de façon précise? Alors, première idée, première suggestion, je me suis dit que ça serait quand même merveilleux si ces triangles inclinés étaient non seulement isocèles, mais équilatéraux. Pourquoi? Parce que le carré symbolise le nombre 4 et le triangle équilatéral le nombre 3. Autrement dit, si la droite, le segment qui est en rouge ici, qui est la hauteur du triangle, est égal à racine de 3 sur 2 fois la longueur du côté, qui est vue en vraie grandeur, puisque parallèle au plan du tableau, eh bien j'aurai ici des triangles équilatéraux vus en perspective. Ça serait formidable. Et tenez-vous bien, c'est vrai. C'est-à-dire que le rapport entre ces deux longueurs, que je présente ici, c'est racine de 3 sur 2. Ça aurait très bien pu être autre chose, mais non, c'est bien racine de 3 sur 2. D'où la planche suivante. Vous voyez ici la figure que je viens de décrire, que je répète. Alors, l'angle d'inclinaison de ces deux triangles, l'un vers le haut, l'autre vers le bas, j'en ai fait le calcul. Le calcul, c'est facile, hein, il suffit de voir sinus et cosinus en perspective. C'est très proche de 35 degrés. Retenons ce nombre qui sera utile par la suite. Et l'angle sous lequel il faut incliner le carré qu'on voit ici, le carré 4, par rapport au plan du tableau, c'est très proche de 70 degrés. 35 et 70. Évidemment, la précision là, elle est assez bonne, mais je ne dis pas que c'est au 50e près, enfin c'est l'ordre de grandeur. Bon. Et à ce moment-là, il me semble légitime de revenir sur la symbolique
de 4, 3 et 3. D'abord, 4 et 3, ça fait 7. Donc, la partie basse, ici, c'est 7. La partie haute, c'est 3. Ce qui me réjouit pour deux raisons. La première, parce que tout mon travail de géométrie est fondé sur le nombre 37 et sur l'angle de 37 degrés. Donc, retrouver 3 et 7 ici, ça me semble intéressant pour moi, hein, de façon un peu, je dirais pas égoïste, mais enfin quand même, ça tombe bien. Mais surtout, par rapport à Gurdjieff, car Gurdjieff parlait régulièrement de la loi de 3 et la loi de 7. Pour Gurdjieff, il y avait deux lois qui commandaient à l'univers, et donc à l'homme qui fait partie de l'univers, la loi de 3, la loi de 7. Donc j'ai ici 3 et j'ai ici 7, ce qui est tout à fait gurdjieffien, si j'ose dire, n'est-ce pas? Or, d'où vient cette figure? Si mon raisonnement est bon et si en effet il y a adéquation, eh bien ça symbolise 37. C'est assez extraordinaire. Alors par ailleurs, loi de 3, loi de 7, je dis en deux mots en quoi ça consiste. La loi de 3 est bien connue, c'est thèse, antithèse, synthèse. Hein. Si on se contente de thèse, antithèse, on est deux, c'est déséquilibré, 3, etc. Bon. Quant à la loi de 7, c'est une loi beaucoup plus complexe que je ne prétends pas ici exposer, mais disons que pour résumer, l'homme est incapable de poursuivre un objectif toujours dans la même direction, sans se rendre compte, il dévie. Alors comme exemple, n'est-ce pas, un homme aime beaucoup une femme et finit par la tuer, ce qui est quand même le contraire de l'amour. Eh bien, c'est la loi de 7, il se retrouve à l'envers. Bon, je schématise de façon un peu caricaturale, mais je pense qu'on aura compris. À partir de là, je suis revenu donc à cette idée, le carré et les deux triangles, et je me suis dit, je vais faire une maquette. En voilà la maquette. Alors, si je la présente ainsi, vous voyez très bien le 4, le 3, le 3, l'angle d'inclinaison que j'ai mis à 37 degrés et l'angle d'inclinaison du carré par rapport au plan du tableau, 70 degrés. Et maintenant, je vais tester cette maquette. Je reprends donc le tracé de départ, après le rabattement dont j'ai parlé tout à l'heure. Je lui adjoins sur le dessin les deux côtés ici qui font les deux côtés du carré, qui ne sont pas dans l'énéagramme lui-même dépliés ou repliés. Je mets des couleurs ici pour que ce soit plus lisible. Et enfin, je fais la photo de la maquette dont je viens de parler et je constate l'identité absolue entre l'image que j'ai tirée du deuxième dépliement de l'énéagramme et la photo de la maquette à 70 degrés et à 35 degrés. C'est tout de même... c'est comme une démonstration. Alors là encore, je considère que cette... je pense que tout de même, cela donne à penser que mon hypothèse sur 3, 4, 3, par rapport à la maquette initiale, est largement en convergence avec la nature même de l'énéagramme, n'est-ce pas? Dans ses secrets géométriques, en quelque sorte. Je termine avec cette constatation qui regroupe un peu l'ensemble. Si je prends le premier triangle qui a permis les premiers glissements et rabattements qui ont mené à l'énéagramme, j'ai mis ici ce triangle en rouge. Ce triangle a comme angle au sommet 140 degrés. Alors, ça n'a l'air de rien, mais 140, c'est 2 fois 70. L'angle précisément par lequel il faut incliner le carré de la maquette par rapport au plan du tableau. Et 35, c'est la moitié de 70, mais c'est également l'angle dont il faut incliner les deux triangles équilatéraux 3 et 3, l'un vers le haut, l'autre vers le bas, pour obtenir la forme de la maquette, n'est-ce pas? C'est quand même formidable d'avoir ces hasards, entre guillemets hasards,
de nombres sur la même figure. Tous ces hasards numériques, enfin hasard, je mets des guillemets au mot hasard bien sûr, en pensant plutôt au hasard objectif d'André Breton, mais ça va même plus loin, parce que là c'est structurel. Eh bien, ces hasards sont tout à fait extraordinaires, et pour moi, j'ai eu le sentiment de mieux comprendre la nature de l'énéagramme, la nature profonde de l'énéagramme avec ça. Et c'est pas terminé, car si je divise 360 degrés par 140, alors vous me direz pourquoi vous faites ça. Ben, je fais ça parce que je veux voir ce qui se passe. C'est toujours en testant et en expérimentant qu'on fait des découvertes. Et je vois que j'obtiens 2 comme nombre, résultat de la division, 2,57, ce qui fait d'ailleurs 2 plus 5, ça fait 7, et 7, ça fait 14. 14, hein, on a 140, donc on est dans l'harmonie. Mais après les décimales, et là c'est quand même une stupéfaction, je trouve, les décimales sont à l'infini, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, à l'infini. Ce sont précisément les points dans le même ordre de l'énéagramme. Plus, avec cette circulation à l'infini qui répond au mouvement infini qui peut être engendré par cette succession 1, 4, 2, 8, 5, 7. Voilà. Pour moi, ces résultats sont tout à fait étonnants et je pense qu'ils correspondent à... bon, c'est un peu mystérieux. Hein. Comment ces choses-là peuvent-elles se passer? Alors, vous savez que Cocteau disait, quand on ne comprend pas les mystères, il faut feindre d'en être l'organisateur. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Je me contente quant à moi de les observer.